Ça, oui. Ouais. Je ne vais pas te mettre devant le micro, c'est parce Si, que... si, non, c'est... Non, Dominique sera là dans un instant pour présenter le bar de l'économie. Dominique Flora, il accueillera notamment un autre Dominique, Dominique Roland, qui est le directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Nous évoquons aussi toujours et encore les élections municipales. Nous en sommes à 15 jours, il reste encore 15 jours à peu près de campagne. Et Dominique Flora accueille aussi la liste Enghien Citoyen 2020, représentée notamment par Olivier Erard. Merci d'avoir suivi la matinale sur IDFM Radio Enghien. Très bonne journée, bon week-end et à lundi. Bye bye. Voici l'indicatif du bar de l'économie. C'est quoi le C'est d'un anniversaire. Il y a deux morceaux qui choisissent. Et bien amusez-vous bien. Hein. Merci. Bonne journée. Bonne émission. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au bar de l'économie. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre en vidéo live et interagir. Pour cela, c'est très simple. Vous nous rejoignez sur Facebook, page bar de l'économie et comme d'habitude, la FM 98.0 et la web radio idfm 98.fr. Aujourd'hui, nous consacrons une partie de notre émission aux élections municipales. Toutes les listes sont maintenant connues puisque le 27 février était la date limite pour que les candidats déposent leur liste afin de se présenter aux élections. Élections qui se dérouleront le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour, le cas échéant. Une autre partie sera consacrée à une jeune start-up, Kionect. Kionect, c'est le nom de cette start-up qui propose des solutions connectées sur mesure. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Dominique Roland qui nous présentera l'actualité en cours sur toute l'activité culturelle de la ville d'Enghien. Nous aurons Marie-Pierre Leroux qui viendra nous parler culture et un interview réalisé par Pascal Boniface, le directeur général de l'Institut des relations internationales et stratégiques auprès de Gérard Haraud. Cette interview s'inscrit dans la rubrique Comprendre le monde avec un focus particulier sur les relations franco-américaines. Pour aborder les sujets du jour, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités et de les remercier pour leur présence. Sophie Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Olivier Erard. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections municipales sur la ville d'Enghien. Vous faites actuellement partie du conseil municipal de la ville. Vous présentez une liste écologiste, citoyenne et portant des valeurs de gauche. Une petite question à cet effet, à ce sujet de gauche. Cela veut dire que vous êtes soutenu par le Parti socialiste? Alors non, pas du tout. Nous ne sommes ni soutenus, ce qui supposerait que nous aurions les logos ou les étiquettes des partis politiques, en l'occurrence des partis de gauche, ce qui n'est pas le cas. Et nous n'avons brigué aucune investiture puisque nous n'appartenons pas à un parti politique quel qu'il soit de gauche. Donc nous ne sommes ni investis par un parti politique de gauche, ni soutenus par un parti politique de gauche. Nous sommes juste une liste citoyenne portant des valeurs de gauche et une liste qui existe depuis, en tout cas des citoyens qui se sont réunis depuis 2008 maintenant. Merci de ces précisions Sophie Mallet. Alors cela veut dire que vous connaissez bien l'actualité, vous connaissez les dossiers de la ville, vous nous expliquerez votre vision sur le développement et le bien-être à vivre à Enghien-les-Bains. David Cavana, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kionect. Vous êtes accompagné de votre associé Stéphane Favre. Bonjour. Nous parlerons des services que propose Kionect et nous parlerons aussi de vos parcours personnels qui vous ont amené à créer cette start-up l'année dernière. C'est une toute jeune start-up. Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint des services de la ville. Et vous nous parlerez du programme du Centre des Arts et plus particulièrement ce qui se passe actuellement en termes de musique. Je vous laisserai nous les faire découvrir. Alors, pas de rubrique info du jour aujourd'hui. Nous allons laisser la place et le temps à nos invités. Enfin, juste une. Elle concerne la 12e édition des Entretiens européens d'Enghien. C'est demain, le 29 février, à la Pergola Nova, au 87 avenue du Général de Gaulle. Ces entretiens débuteront à 9h30 et se termineront à 16h. Le thème, Réenchanter l'Europe. Organisé sous forme de table ronde, il y aura 3 questions auxquelles tenteront de répondre des invités du monde politique, du monde économique, des journalistes correspondants à l'international et bien d'autres intervenants de très bon niveau. Alors les thèmes sont, premier thème, le Brexit, Should I stay or should I go?
Le deuxième, vers une armée européenne. Et le troisième, quelle recomposition après les élections européennes, ou tout simplement quel rôle va devoir tenir le Parlement européen. Pour le programme de tailler et vous inscrire, vous allez directement sur le site internet www.iris-france.org. Un petit jingle? Vous êtes sur ITFM, Radio Anguin, la radio Pas du trop Canada. ça. Tu reprends ou c'est de la musique? Alors aujourd'hui au bar de l'économie, nous recevons David Cavana et Stéphane Fabre, les fondateurs de la société Conict, Dominique Roland qui est le directeur général adjoint des services pour le Centre des Arts à Enghien, Olivier Erard et Sophie Mallet qui sont candidats aux élections municipales sur la ville d'Enghien-les-Bains. Alors nous démarrons avec vous Sophie Mallet et Olivier Erard. Vous êtes candidat aux élections municipales et vous faites actuellement partie du conseil municipal. Alors permettez-moi tout d'abord, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien Enghien, de donner quelques éléments sur la ville que vous pourrez bien naturellement compléter et commenter. Enghien-les-Bains, c'est une commune qui est située à 11 km au nord de Paris. Elle compte un peu plus de 11 000 habitants. Un chiffre qui est relativement stable depuis de nombreuses années. La ville est connue entre autres pour son lac, son casino, qui est le premier de France pour ses recettes, ses installations thermales et son hippodrome. Le maire actuel est Philippe Sueur. Il est maire depuis 1989 et lors des dernières élections, Philippe Sueur était passé au premier tour avec plus de 66% des voix. La ville est dans une situation financière saine, dans la mesure où pour un budget de 38 millions d'euros, le résultat comptable est positif à 2,6 millions. Ce sont les chiffres 2018, et un encours de la dette de 10 millions. Un point qui me semble aussi important, et j'aimerais qu'on y revienne ensuite dans l'entretien, c'est que le taux d'abstention aux dernières municipales était de 46%. Bon, c'est un chiffre qu'on retrouve au niveau national, mais qui est important. Alors, Sophie Mallet et Olivier Erard, tout d'abord, je souhaiterais, avant que nous rentrions dans votre programme, que vous nous parliez un petit peu de vous et de votre parcours, ce qui vous a amené à entrer dans la vie politique et aujourd'hui à être candidat sur la ville d'Enghien. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui m'a amené à entrer dans la vie politique, je dis assez rapidement comme ça, c'est d'avoir fait des enfants, ou un enfant en tout cas, parce qu'il me semble qu'il y a des moments dans la vie où faire des enfants, ça devient presque un acte politique. Et je pense que le 21e siècle, c'est un peu une question sociétale importante. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis rentrée dans la vie politique. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant à l'école à Enghien, qu'il me paraissait que les parents d'élèves n'avaient pas leur place ou leur vraie place au sein des écoles. Donc j'ai commencé par créer une association de parents d'élèves qui est identifiée quand même de toute façon, puisque pour moi il n'y a pas être apolitique, c'est-à-dire ne pas faire de politique, ça n'existe pas dès lors qu'on prend part à la vie de la cité. Donc en tout cas j'ai créé la FCPE en 2003. Et puis, chemin faisant, j'ai pris ma part à la vie de la cité, donc j'ai continué à faire de la politique. Et puis en 2008, il nous a semblé à quelques-uns, quelques Enghiennois, qu'il manquait une voix à Enghien, c'est-à-dire que il me paraissait qu'on claudiquait un peu, qu'on marchait beaucoup sur la jambe droite et qu'on marchait pas beaucoup sur la jambe gauche, et que ça me paraissait, moi, important. De rentrer en politique pour ça et porter des valeurs de gauche. Et depuis 2008, c'est un peu ce que nous faisons avec un collectif de citoyens qui s'appelle toujours Enghien, source de diversité, et qui porte aussi la liste Enghien citoyen aujourd'hui. Voilà un peu l'historique de mon entrée en politique. Et vous, Olivier, alors racontez-nous un petit peu. Eh bien écoutez, moi je suis arrivé à Enghien dans les années 80, en 88 exactement. Mon entrée en politique, c'est plus une entrée en vie communale, on va dire. En 2014, j'en ai eu un petit peu assez de voir certaines pratiques se dérouler dans notre commune. Et je me suis dit, mais il était temps un petit peu d'aller mettre mon grain de sel dans ce qui se passait dans cette commune, où certes nous sommes bien en Enghien, mais il y a toujours des choses qui m'ont toujours déplu, et j'ai voulu à travers en m'alliant avec, en rejoignant du moins Sophie Mallet, voir de quelle manière je pouvais faire changer certaines pratiques et les mettre en exergue et montrer que vous pouvez faire autrement. Chose qu'on essaie de faire maintenant depuis 2014 et qu'on va essayer de faire aussi à partir de 2020. Voilà, donc c'est plus une entrée en vie municipale que politique. Voilà. Merci Olivier. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant directement dans votre projet. Personnellement, je suis allé sur votre site internet qui s'appelle Enghien Citoyen. Alors pour y aller, c'est très simple, je le dis à nos auditeurs, c'est enghincitoyentoutattaché.fr.
Et dans votre introduction, vous affichez clairement la couleur. Je vous cite, c'est un extrait. « Gérer une ville de plus de 10 000 habitants, c'est nécessairement faire de la politique, c'est faire vivre la cité. Le collectif Enghien Citoyen n'a et n'aura qu'un seul objectif, qu'Enghien-les-Bains se réveille après 30 ans d'autocratie. » Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est concrètement, c'est quoi quand vous dites faire de la politique dans une ville de plus de 10 000 habitants? Concrètement, c'est de toute façon, c'est réfléchir à tous les sujets qu'on développe. Concrètement, on fait de la politique, j'y ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est prendre sa part au niveau de la vie de la cité, c'est apporter ses idées, ses expériences et surtout ses réflexions par rapport à des sujets. Il est bien évident qu'autour, moi j'ai envie de dire, c'est très facile de faire de la politique dans une ville telle que Enghien. Dès lors que vous l'avez dit, dès le début, dans votre introduction, on est dans une ville qui n'a pas de soucis, en tout cas pour appliquer les idées que pourraient avoir les citoyens. Moi, j'ai envie de dire, on le voit depuis très longtemps, c'est-à-dire que parfois, les idées que nous pouvons développer au conseil municipal ou les idées que nous pouvons développer en commission, par exemple, depuis 2008, ce n'est pas comme dans plein de communes en France, un souci de budget ou un souci de réflexion. Non, en termes de budget, c'est pas la question sur la ville d'Enghien-les-Bains. Mais c'est bien ça, l'idée de c'est quoi faire de la politique, donc du coup à Enghien, c'est faire de la politique autrement aussi, c'est-à-dire penser et laisser la place à toutes les bonnes idées qu'auraient les Enghiennois pour que Enghien appartienne, en tout cas, ou soit développé pour les Enghiennois, malgré son rayonnement national et international. Donc la politique telle que nous on la voit, c'est inclure l'ensemble des Enghiennois à l'idée de la ville. Olivier Erard, Olivier peut répondre aussi. Ouais, moi je voulais compléter en fait votre présentation de base. Oui, Enghien-les-Bains, il y a un lac, pardon, il y a l'argent de la taxe du produit brut des jeux qui irrigue nos rues et notre commune. Mais depuis Enghien-les-Bains, c'est aussi seulement 9% de logements sociaux. C'est aussi les classes moyennes qui n'arrivent plus à se loger. C'est aussi une explosion des prix du logement, d'accord, notamment du prix logement neuf. C'est aussi, comment dire, une majorité qui est en train de brader notre patrimoine pour, dans l'urgence, retrouver des sous qui nous manquent et qui vont nous manquer immanquablement avec, on pense tous, la baisse de la taxe du produit brut des jeux. Donc Enghien, il n'y a pas que le côté bling-bling et le côté sympathique, il y a aussi un côté qui n'est pas spécialement agréable. Il y a aussi le côté Enghien, il y a un CCAS aussi, il y a des gens en difficulté, il y a une partie, il y a environ 15% de la population qui gagne, c'est des foyers qui gagnent moins de 1 000 € par mois, d'accord. Donc Enghien, nous on a une vision d'ensemble, d'accord, bien plus complète que celle qu'on peut imaginer. J'entends bien. Alors vous allez nous expliquer ça parce qu'en fait je vais vous proposer de dérouler votre programme. Et ce que j'entends, mais je pense que c'est le vœu, excusez-moi du terme un peu pieux de tout élu ou de tout candidat, c'est comment faire plaisir à tout le monde quelque part. Parce que ça veut dire que à partir du moment où vous représentez une population, il y a une majorité et effectivement après il y a des écarts dans cette population, que ce soit des écarts de revenus, que ce soit des écarts sur la qualité de vie ou autre. Et donc c'est ça dont on va parler. Et effectivement en termes de budget, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous expliquiez comment vous réorienteriez, parce qu'en fait c'est ça que vous êtes en train de me dire, comment vous réorienteriez le budget en disant bah, ça je vais en faire un peu moins et puis là je vais en faire un petit peu plus, puisque c'est ce que j'entends. Alors, ce que j'ai lu en fait dans votre site internet, c'est que vous avez articulé votre programme autour de 5 points, et je vous propose que nous les présentions, enfin que vous les présentiez, excusez-moi, l'un après l'autre. Le premier, c'est accélérer la mutation écologique pour une neutralité carbone en 2050. À vous. Alors, en fait, ce que je voulais dire avant de répondre à cette question, c'est qu'effectivement, on a une liste qui est constituée d'à peu près un tiers, de plus d'un tiers, de moins de 30 ans. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ce sont des jeunes qui nous suivent, avec qui on discute et qui ont pris des positions politiques à leur niveau, c'est-à-dire à leur niveau de jeunes. Et souvent, ces jeunes qui nous suivent et qui sont avec nous disent quelque chose de très important. Ils sont nés après le premier sommet de Rio, le premier sommet de la Terre qui a eu lieu en 1992, où vous parlez de vœux pieux.
on le veut pieux de ce moment-là, 1992, ça veut dire 30 ans bientôt, c'était justement objectif limiter le réchauffement climatique, limiter, éviter ces plus 2 degrés vers lesquels on va de manière vertigineuse de toute façon. Et du coup, ces jeunes nous disent, mais nous, on est nés avec un mot qui n'a pas de sens, c'est transition écologique. Donc, accélérer la mutation écologique, ça passe par l'idée d'accepter qu'Enghien, en 2040, nous y vivrons tous avec 1,5 ou 2 degrés de plus. Et comment on met les choses en place aujourd'hui? La transition écologique, il nous semble que c'est beaucoup d'énergie dépensée, en pensée d'ailleurs, pour peu de choses, puisque la preuve, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne fait rien et que c'est un mot dépassé. Accélérer la mutation écologique, c'est accepter qu'il faut dès lors aujourd'hui commencer à penser la ville avec un autre système, c'est-à-dire que la mutation écologique telle qu'elle est enclenchée ne nous permettra pas de repartir en arrière. Donc maintenant, il faut développer des tas de mesures, en tout cas pour accélérer, ça veut dire réfléchir à comment et où on va construire les futurs logements. Je pense que là-dessus, vous avez dû commencer à réfléchir. Oui. Alors, concrètement, c'est quoi les idées que vous avez pour faire baisser la température? Créer des zones de végétalisation, ça c'est une évidence, tout le monde y pense. Ou penser le cœur de ville autrement et le développer comme un vrai poumon vert. Mais si je prends cet exemple, comment vous faites? Vous parlez du centre-ville, et c'est vrai que c'est une commune qui est relativement petite en surface. Donc on a un centre-ville qui est relativement bâti, qui est même très bâti. Donc qu'est-ce que vous faites? On a un cœur de ville, en tout cas, qui n'est pas du tout bâti et avec une espèce d'arlésienne. Qui existe. Oui, qui est là, sur lequel il n'y a rien. Donc il y a matière à faire plein de choses sur cet endroit-là. Alors, si vous voulez, en fait, la problématique, pour parler du cœur de ville, on est sur un endroit où, depuis plusieurs années maintenant, la commune fait de la réserve foncière, avait dans l'idée, et tout le monde avait aussi cette idée il y a maintenant 10 ou 15 d'années, une quinzaine d'années, qu'il fallait construire environ, de mémoire, c'était... il y avait 12 000 mètres carrés, 15 000 mètres carrés de logements à développer, d'accord, parce qu'on était à moins de 500 mètres de la gare et que en tant qu'espace libre, il fallait densifier. Voilà. Alors, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on s'aperçoit maintenant, et depuis 4-5 ans maintenant, et eu égard aux considérations que vient d'exposer Sophie, qu'on peut faire autrement. Voilà, on peut faire autrement. Il y a effectivement cette maîtrise foncière qui a été grappillée, alors, à un rythme à nos yeux extrêmement lent, d'accord, mais parce que la majorité actuelle, enfin le maire depuis maintenant bientôt 30 ans, a systématiquement refusé d'utiliser tous les outils urbanistes qu'il avait à sa disposition. Donc c'est pour ça que c'est jamais sorti en fait. Donc nous on a dans l'idée effectivement de revenir sur cette volonté de densifier le cœur de ville, très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Il y a différentes hypothèses qui peuvent à partir de là être retenues. On peut travailler, ça n'empêche pas de travailler sur le sous-sol, d'accord. On a un espace extrêmement important qui, à la base, dont le sous-sol pouvait servir pour recréer un nouveau parking. Et le dessus, maintenant, enfin, pour tout ce qui est au-dessus de ce sous-sol, on a dans l'idée de repenser intégralement ce qui est possible d'y faire, voire de ne rien y faire. Voilà. Et de reporter la constructibilité qui était à la base prévue à cet endroit-là, de la reporter, mais ça on en parlera dans l'aspect aménagement, de la reporter sur d'autres secteurs de la ville de façon un peu plus apaisée, on va dire. Voilà. Et on abordera tout à l'heure la notion d'aménagement à la petite cuillère qui fait la particularité d'Enghien maintenant depuis 20 ans, chose qu'on ne veut plus voir et on veut réfléchir un peu plus sérieusement sur l'aménagement de notre pays. Alors ça nous fait peut-être la transition avec en fait le deuxième point de votre programme que vous avez intitulé « Un aménagement urbain maîtrisé et visionnaire ». Voilà, alors si vous voulez, l'aménagement urbain maîtrisé, alors c'est ce qu'il est actuellement, il est très maîtrisé. Pour nous, il est beaucoup trop maîtrisé. C'est-à-dire qu'on a une commune qui est une commune des plus denses, parmi les plus denses de l'Île-de-France, d'accord. On a une certaine peur de la majorité actuelle depuis 30 ans d'utiliser un petit peu mieux les outils qui sont mis à sa disposition, les outils d'urbanisme.
Donc nous, ce qu'on désire maintenant faire, c'est à l'échelle de la ville lancer un vaste, ce qu'on appelle techniquement un diagnostic foncier qui nous permettrait de voir de quelle manière et où on peut construire, parce qu'on a besoin de construire bien évidemment en ville, d'accord, où on peut préserver justement genre des îlots, des îlots de fraîcheur. L'objectif de tout ça, en fait, la globalité, c'est d'essayer de résoudre l'équation anguinoise qui est on veut y venir, mais on veut aussi pouvoir y rester. Voilà. Donc la situation comment dire, du logement, les outils mis à disposition ont amplement évolué maintenant depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui nous permettraient de maîtriser un petit peu plus, notamment par exemple les prix de vente, que ce soit les prix de vente de l'accession à la propriété ou du logement, que ce soit du logement locatif social ou locatif libre. Et on veut en fait, si vous voulez, être on représente un petit peu, nous, le chaînon manquant du parcours résidentiel actuel à Enghien, sachant qu'on a les outils pour et qui ne sont pas utilisés par Philippe Sueur depuis très longtemps. On a aussi dans la vision de la ville sur cet aspect-là, jusqu'à présent, notre ville, il faut se dire qu'elle est dessinée par un seul homme, d'accord, c'est-à-dire c'est Philippe Sueur. Il n'y a pas de commission d'urbanisme à Enghien-les-Bains. Il y a une personne qui, dans son bureau, décide des immeubles qui vont être faits ou pas faits à Enghien. Olivier, je me permets de vous interrompre. Je pense qu'il est important. J'entends bien le constat que vous faites, et c'est vrai que c'est un constat qui est spécifique à Enghien parce qu'il y a un maire qui est là depuis 30 ans, avec certaines, peut-être entre guillemets, certaines habitudes, façon de faire, mais je pense que ce qui intéresse nos auditeurs, c'est effectivement le constat que vous faites et vous, ce que vous voulez faire. Alors, vous avez parlé, je reprends juste un exemple, parce que vous avez parlé du coût des loyers ou de l'accession à la propriété. Comment vous pouvez, c'est une question que je peux me poser, mais je pense que d'autres peuvent se poser, comment vous pouvez faire pour intervenir, pour faire, si vous voulez, réguler un peu plus, et je crois que vous voulez les faire baisser, en fait, c'est faire baisser le montant des loyers. Donc concrètement, comment on fait? Alors très concrètement, vous avez un outil qui était dans les tuyaux depuis assez longtemps maintenant au niveau des ministères, qui s'appelle par exemple le bail réel solidaire, qui permet en fait de détacher la valeur du foncier de la valeur de ce qui est construit dessus. D'accord ? Et très concrètement, vous avez maintenant des communes, vous avez ce qui s'est créé par exemple, et on pourrait aussi le créer en Enghien, ça s'appelle des offices fonciers solidaires, d'accord, qui empruntent sur 80 années à un taux, un taux intéressant auprès de la Caisse de dépôt et consignation, qui achètent le foncier, qui l'amortit sur 80 années et qui donne à construire, un bail à construire à soit des promoteurs, soit des bailleurs sociaux qui vont construire au-dessus et vendre des terrains pour lesquels on a ressorti la valeur du foncier. Et en fait, les acquéreurs, eux, la seule chose qu'ils ont à payer, c'est en fait un loyer pour le foncier qui est environ, alors ça dépend, ça va d'1 euro ou à 2 euros le mètre carré par mois pour payer le coût du terrain. Mais ça, vous pouvez le faire que sur des constructions nouvelles. On peut le faire sur des constructions nouvelles, on peut le faire aussi, on peut faire acheter des immeubles, détacher aussi pareil le sol du bâti. Si vous voulez, il y a aujourd'hui la boîte à outils mise. Acheter des immeubles, ça va vous coûter cher. Ou alors vous allez préempter. Ça, bien sûr. Alors là, bon, moi, mon métier, bon voilà, je travaille à l'établissement public foncier de France. J'ai la chance de travailler dans une vingtaine de communes, d'accord, qui utilisent tous les jours ces outils et qui arrivent à produire du logement pour toute leur population. La problématique d'Enghien-les-Bains, c'est qu'on a jusqu'à présent un maire qui pour moi est un libertaire urbaniste, qui laisse faire le marché. Le marché en Ile-de-France ne produit pas les logements qu'il faut pour les franciliens. Voilà. Et il y a des communes qui arrivent. Voilà, il y a des communes qui arrivent, il n'y a aucune raison qu'Enghien n'y arrive pas. D'accord, bon, écoutez, là c'est clair, voilà. Olivier Héra, c'est que en fait vous avez une position sur la politique, je dirais, d'urbanisme, interventionniste, voilà, ça c'est très clair, je pense que c'est ça qui marche. D'accord, ça c'est votre point de vue. Oui. On l'entend. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe au troisième point? On passe au troisième point. Alors le troisième point, c'est une politique culturelle choisie, partagée et ouverte à tous les mondes. Alors je pense qu'il y avait un petit jeu de mots parce que en le préparant, je disais et ouverte à tout le monde. Non, c'est bien à tous les mondes. Je pense que ça c'est important dans votre phrase. C'est très important, oui, c'est très important. Alors parce que en tout cas, l'ouverture à tous les mondes
rapidement pour répondre à cette question. C'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que, en tout cas, il se trouve que, entre autres, j'ai été journaliste pendant très longtemps, mais je suis aussi ethnopsychanalyste. Il se trouve que donc je travaille avec tous les mondes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que l'anthropologie, l'ethnologie, au centre de la construction psychique, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et il me semble que, d'ailleurs, les mots de diversité sont là aussi, parce que les humains sont divers. Nous sommes donc dans un moment où nous devons nous ouvrir à tous les mondes, quels qu'ils soient. Et donc, du coup, par rapport à l'idée de la culture à Enghien, Monsieur Roland est à côté de moi et il sait que depuis 2008, effectivement, nous parlons des mêmes choses, c'est-à-dire que il nous semble, et on n'est pas les seuls, on est la voix de nombreux Enghiennois, il nous semble que nous sommes dans une ville où effectivement on fait constamment un grand écart culturel entre une politique qui est, qu'on le veuille ou non, réellement élitiste d'un certain point de vue, si on se place du point de vue du Centre des Arts par exemple, et que nous sommes dans une ville où nous avons beaucoup d'infrastructures très très intéressantes pour justement reformuler, recréer, refonder tous les unités de culture culturelle pour qu'on puisse en faire une vraie politique et en tout cas qu'on puisse la partager avec tout le monde et tous les mondes enghiennois. Une petite question, je vais la poser différemment. Pour vous, quels sont les mondes, entre guillemets, qui ne sont pas concernés aujourd'hui par ce qui est fait par la ville? Il me semble que les jeunes n'ont pas vraiment, alors indépendamment des écoles, parce que je sais très bien que ça c'est quelque chose où on dit mais si bien sûr les jeunes ont accès à la politique culturelle ou en tout cas aux éléments culturels de la ville dès lors qu'ils vont avec les écoles dans les infrastructures de la ville. Oui, d'accord. Moi je parle d'autres jeunes, je parle des jeunes à la limite des adolescents, des très jeunes. Il me semble que ces très jeunes n'ont pour l'instant, ou en tout cas pas accès et ne savent pas et n'arrivent pas, on ne les accompagne pas à pousser la porte de certains endroits de la ville. Donc ce que vous dites, il n'y a pas assez d'efforts faits sur les tout jeunes. Pour les faire venir. Il me semble que c'est la même chose pour les personnes plus âgées, les retraités ou les personnes d'un certain âge, nos aînés, comme on dit, qui ont parfois du mal à pousser la porte. C'est toujours une question de les infrastructures sont là, mais comment fait-on pour pousser la porte? Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, on imagine qu'il serait très intéressant d'interroger l'ensemble de la population sur leurs souhaits, leurs attentes, pour essayer de faire quelque chose d'une refondation. J'ai un exemple, c'est le cinéma par exemple. C'est vrai que demandez aux Enghiennois ce qu'ils pensent du cinéma au Centre des Arts. Tout le monde trouve ça extrêmement bien. C'est une réalité. Pour autant, alors effectivement, après ça se discute parce qu'il y a des difficultés ou des luttes ou des respects, de non-concurrence entre les uns et les autres. Mais pour autant, les Enghiennois trouvent qu'il n'y a pas suffisamment d'offres cinéma. En tout cas, c'est le point de vue qu'on a. Donc, c'est des choses à refonder, à réfléchir. Le Centre François Villon, c'est aussi un autre espace de culture qui a une offre relativement conséquente. En tout cas, il y a l'idée de pouvoir recréer, refonder quelque chose pour que l'élitisme et le populaire, plutôt que de faire le grand écart, se rejoignent et se rassemblent. J'entends votre point de vue. Bon, moi, je ne suis pas enghiennois pour tout vous dire, et je pense que l'objet d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous présenter et présenter votre politique. Il me semblait, vu de ma fenêtre, que des choses étaient faites pour les jeunes, pour les personnes âgées. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas forcément assez, il faut en faire plus, et peut-être aller les chercher davantage. Je résume, c'est ça? D'accord. Alors, le quatrième point, une ville dynamique et forte de son attractivité. Alors, nous avons la chance d'avoir une commune qui, à l'échelle de l'Île-de-France, est unique, d'accord? Et on ne va pas dire extraordinaire, mais pas loin, de par le lac. Oui, qui a des avantages. Voilà. Qui ne sont pas comparables. On a des avantages. C'est ce qu'on appelle les avantages concurrentiels. Absolument, voilà, par rapport à d'autres communes. Qui n'existent pas. Cependant,
y a toujours on a des commerces qui ferment, qui n'ouvrent pas. On a une population qui, quasi naturellement maintenant, pour en grande partie, fait ses courses ailleurs, notamment par exemple, eu égard au train, va à Paris faire ses courses. Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai que là, si on élargit un peu la réflexion, on voit se développer des centres commerciaux et la question qu'on peut se poser, c'est comment ça a été pensé, parce qu'à force de construire des centres commerciaux dans tous les sens, que ce soit quand on va sur Cergy, quand on va vers Roissy, quand on va vers la Garenne, à un moment donné, on peut quand même se poser la question, et quelque part, c'est vrai que c'est les communes qui en pâtissent. Voilà, et Enghien-les-Bains fait partie des communes effectivement qui pâtissent de ces situations-là. Alors, il y a un phénomène particulier pour les commerces, et on a des niveaux de loyer qui sont extrêmement élevés, depuis très longtemps. Tout le monde le sait, mais personne, en fait, c'est un fait accepté par tout le monde. On a un phénomène de rente foncière par rapport aux cellules commerciales, d'accord. Il y a eu des occasions de faire des cellules commerciales à prix maîtrisé, notamment au pied du futur projet qui va avoir lieu à l'angle de la rue du Départ et de la rue Général de Gaulle, où on avait potentiellement l'occasion de faire des cellules commerciales à prix abordable par le bailleur social qui va faire l'opération. Finalement, ça ne se passera pas comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'au même titre que, par exemple, la commune intervient pour préempter des terrains et des choses comme ça, on veut que notre commune soit porteuse, par exemple, se porte acquéreuse de certaines cellules commerciales, les mettre allouées à des prix abordables avec des commerçants qui, dans l'activité, devraient être pérennes, typiquement. Alors, on me fait signe en fait qu'on n'a pas vu le temps passer en fait. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même que nous déroulions, peut-être d'aller un petit peu plus vite sur les derniers points, parce qu'il y a un dernier point qui me semble aussi extrêmement important, c'est la ville inclusive, une ville pour tous. Oui, parce que, alors, le principe d'inclusivité, effectivement, enfin, c'est inclure l'ensemble de la population dans une ville et limiter et éviter le clivage, parce que de toute façon, la ville qu'on a envie de développer, c'est une ville dans laquelle toute la population pourrait interagir avec sa gouvernance quelque part, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça fait des années aussi qu'on parle de participation, d'un monde participatif. Moi, je pense que, enfin, il nous semble que la participation et le participatif, c'est un peu aussi un mot dépassé, parce que c'est pas que ça marche pas, mais en tout cas, c'est un grand fourre-tout dans lequel il ne se passe pas grand-chose, les quartiers participatifs. Donc, faire une ville interactive au sens que chacun interagisse, quel que soit son âge, son niveau social, parce que même on parlait de mutation, il est important de voir que la mutation écologique doit inclure tout le monde aussi, et c'est en relation avec ça. C'est-à-dire que tous les Enguiennois ont une place à jouer et à prendre dans la participation et dans la vie de la commune, et c'est important d'inclure l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient, quel que soit, de genre, d'âge, de confession, de croyance. Donc c'est ça, une ville inclusive. Et après, sur notre site, évidemment, on a déployé les différents... Alors on a donné le nom du site, on peut le redonner, comme ça les auditeurs pourront retourner pour voir plus en détail, c'est enguiencitoyen.fr. Si je vous donne 30 secondes, et que je vous pose la question suivante, on se met dans l'hypothèse où vous êtes aux manettes à la mairie, quelles sont les 3 actions que vous faites en arrivant? Alors, on va dire par ordre, allez, on lance une grande consultation sur la politique culturelle, d'accord, indispensable pour réécrire et re-questionner et redéployer effectivement toutes nos dépenses relatives à la culture. De la même manière, c'est un jargon technique, mais un diagnostic foncier qui nous dira où et comment on peut dérouler notre projet. Et on a notamment aussi l'idée de constituer un panel de citoyens, voilà, qui serait là qui serait une assemblée bis qu'on consulterait régulièrement, mais bon là on n'aura pas le temps de développer ce point-là, mais qui est important, représentatif de notre population, qui serait là pour juger de notre action et nous suggérer au fil de l'eau, au fil de mandat,
les choses qu'on peut faire améliorer. Merci beaucoup pour ces précisions, c'était très clair. Alors, je voulais vous remercier, Sophie Mallet, Olivier Erard, excusez-moi, de vous être livré avec bienveillance sur ce jeu de questions-réponses. Vous savez que pour des questions de temps, on est obligé d'avoir un équilibre. Donc, excusez-moi encore de vous avoir un petit peu pressé à la fin de votre interview. Et ce que je nous propose de faire maintenant, bien, c'est une pause musicale. On va y aller pendant cette pause, non? Ça, c'est l'extrait musical de Dominique. On va envoyer directement sur lui, si tu veux. Non, j'aimerais sur... Parce que là, on parle de... Non, non, c'est bon. Ça s'appelle comment? Je sais pas, Dominique. C'est Sylvain Daniel. Il habite à peu près à 800 mètres du CDA. Attendez, on va faire une petite photo. Oui. Attendez, je vous passe celui-là. Voilà. Celui-là, sur le blanc. Voilà. Et après, je vous l'envoie. Alors attendez, hop, je vais en faire deux. Là, il y a tout le monde. Voilà, vous vous rapprochez un tout petit peu. Et voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci de Je vais le donner pour que j'envoie. Après, d'accord. Merci. J'ai envie de noter, moi. Oui, voilà. Merci. Au revoir, monsieur Roland. Au revoir, monsieur. Ouais, on peut bien. Merci. T'as traduit votre épouse? Comment? T'as traduit mon truc? Ma carte grise japonaise. Elle m'a dit qu'elle avait fait, oui. Ah. Mais J'ai pas de nouvelles. Au revoir, Envoyez-moi. madame. d'accord. Oui, oui. Non, mais j'ai pas. Depuis, je n'avais pas en parler. Elle l'a fait, elle m'a dit qu'elle avait fait. Ouais, ouais. Combien de temps il reste? Mais j'ai pas votre mail, j'ai pas votre boîte mail. Ça serait bien que tu reprennes. Vous me renvoyez à moi, oui. Comment? Oui, oui, tout à fait. Là, il faut vraiment faire attention au chronométrage. Mais, parce que là, tu vas te faire dézinguer. Non, parce que c'est 15 minutes, c'est leur temps, c'est leur temps de commencé à parole. 11. À 11. C'est leur temps de parole, pas le mien. Bah ouais, mais tu dis minutien en même temps. C'est pas moi qui. C'est pas moi, c'est eux. Eh bien, nous voilà au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Erard, Sophie Mallet pour les candidatures aux élections municipales, David Cavana, Stéphane Fabre, qui sont cofondateurs de la société Connect, et Dominique Roland, qui va nous parler également du programme du Centre des Arts, dont vous venez d'écouter un extrait. En fait, il reviendra dessus tout à l'heure. C'était Sylvain Daniel qui va bientôt se présenter au Centre des Arts. On va passer à notre prochaine interview. Je vois que Marie-Pierre Leroux nous a rejoint pour sa chronique culture. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Dominique. Alors je crois que vous allez nous proposer d'aller au spectacle. Tout à fait. Alors pour votre soirée ce soir, donc, courez voir la nouvelle adaptation du Vaisseau fantôme de Richard Wagner par la troupe du Renouveau lyrique. Cet opéra de Wagner qui a inspiré en 1951 le film Pandora, dont Ava Gardner interprétait le personnage principal, est plus flamboyant que jamais. Condamné à errer sur les mers pour avoir défié Dieu, le Hollandais maudit ne peut revenir à terre que tous les 7 ans. Seule la fidélité absolue d'une femme... Eh Oui, ben, et c'est là le problème. bah oui, je l'entends bien dans votre voix. Tout à fait. Seule la fidélité absolue d'une femme permettra de mettre fin à sa damnation. Ouh là 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 là. Ou, donc, au théâtre du Casino à 20h30, prix des places de 22 à 30 €, vous pouvez les prendre sur place. C'est terminé, Marie-Pierre? Non, Ah, non, bien évidemment pas. Donc, pour une sortie en famille ce week-end, rendez-vous au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. C'est grand. 7 halls d'exposition et c'est ouvert de 9h à 19h jusque dimanche, dernier jour. Au pavillon 1, vous pourrez rencontrer la star du salon. idéal. Exactement. Elle est sur toutes les affiches, donc vous n'aurez aucun problème à l'identifier.
C'est bien son nom idéal. Ah ben oui, non mais je Une le belle, savais bien. une belle charolaise de 6 ans. Vous y découvrirez d'autres races bovines, ovines, porcines, et en plus, les enclos des petits animaux sont mis à la portée des tout petits. Parfait. Dégustation, ateliers, animations sont au rendez-vous. Les pavillons 3 et 5 sont consacrés pour le 3 aux spécialités à la gastronomie française hexagonale. Vous pourriez faire votre marché, mais aussi vous y restaurer. Et poursuivre votre marché comme les dégustations dans le hall 5 pour la découverte des spécialités de nos départements d'outre-mer. Je vous conseille d'y acheter de la vanille, c'est absolument sublime. Et celle des pays étrangers. Achetez vos places sur le site internet salon-du6agriculture.com. Les moins de 6 ans, C'est gratuit. c'est gratuit. Eh oui, c'est gratuit Eh pour oui. les tout petits. Et puis, réservez votre dimanche 8 mars. Ah bon? Oui, parce qu'à 16h, également au théâtre du Casino d'Anguin, nous vous promettons de l'émotion, des éclats de rire, des mélodies inoubliables. Eh ben, Au dites-moi. programme, les mousquetaires au couvent. Et où ça? Les mousquetaires au couvent. Expliquez-nous. Ayant prévu d'enlever une jeune fille. Jusque-là, rien de très étonnant. 2 mousquetaires se déguisent en capucins pour s'introduire dans le couvent. Ils découvrent alors que se fomente un attentat contre le cardinal de Richelieu. C'est bien entendu une opérette dont la direction musicale a été confiée à Michel Troiseux et la mise en scène à Emmanuel Marfolia. Prix des places, 35 et 57 Une euros. sacrée histoire donc. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci beaucoup Marie-Pierre Leroux. Alors écoutez, je vous propose qu'on continue toujours sur la culture et je vais passer la parole à Dominique Roland qui va nous parler du programme actuel sur le Centre des Arts à Enghien. Dominique, à vous. Merci et bonjour à tous. D'abord, dire que le Centre des Arts vient d'avoir une nouvelle importante qui est le travail d'un dépôt d'un dossier auprès du ministère de la Culture maintenant, voilà un peu plus d'1 an. Et c'est une candidature pour être désigné comme établissement rayonnement national. Eh bien, c'est fait. Le ministère de la Culture donc, nous a, après examen, parce que c'est un examen entre l'inspection générale, et puis c'est aussi une manière aussi d'évaluer finalement sur l'aménagement du territoire, puisque l'enjeu culturel depuis maintenant, depuis André Malraux, c'est la structuration et l'aménagement du territoire, donc des établissements culturels de référence, avec évidemment un plan d'action de ces établissements qui sont, je le rappelle, pour le Centre des Arts, à rayonnement national. Ça veut dire aussi que... Excusez-moi, je vous interromps Dominique, mais c'est tout d'abord une grande satisfaction. C'est une satisfaction, je pense, Pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Pour les équipes, c'est Absolument. important. Pour la ville d'Enghien-les-Bains, pour la communauté d'agglomération, Plaine-Vallée, pour le département du Val d'Oise, la région Île-de-France, puisque les recommandations du ministère de la Culture sont, alors évidemment, les recommandations sont d'abord d'accompagner de nouvelles esthétiques, des artistes en résidence, de permettre à des artistes qui n'ont aujourd'hui pas de lieu de résidence, évidemment, de trouver pour la création, d'être accueillis au sein du Centre des Arts. C'est aussi, je dirais, un accompagnement des publics. C'est aussi, on vient au spectacle pas simplement pour consommer. On vient aussi dans le cadre d'actions qui sont d'accompagnement des publics pour sensibiliser ces publics un petit peu aux coulisses du spectacle. Alors c'est ce que nous faisons. Également, c'est permettre aussi d'avoir une écoute intergénérationnelle, c'est-à-dire permettre l'accès à des publics. Là, nous avons avec le CCAS, pour l'action sociale, un travail qui a été mené auprès des personnes qui ont plus de 80 ans, je précise, et qui ont accès à travers une artiste qui est en résidence, qui se forment sur l'Internet, mais qui aussi découvrent, qui ont évidemment créé à la fois leur blog, qui pratiquent maintenant, communiquent finalement à travers l'Internet. C'est-à-dire qu'on est tout le contraire de la fracture justement numérique, celle dont on a parlé. C'est aussi un lieu de référence pour les pratiques sociales. C'est-à-dire que nous accueillons des enfants depuis la maternelle, l'école primaire, du collège, du lycée, des universités, parce que être un lieu ouvert sur le monde, c'est un lieu qui est en réseau.
Et un lieu comme le Centre des Arts, c'est un lieu qui, aujourd'hui, d'ailleurs, je viens de participer hier, nous avons été désignés au conseil académique des universités de Paris 10, Paris 8, de laboratoire de recherche, CNRS, Centre Georges Pompidou, BNF, pour une petite ville comme Enghien-les-Bains. Il est intéressant de voir que cette ville, évidemment, grandit pour son attractivité. Je pense que l'intérêt de la culture, c'est d'être un moteur du développement territorial. Je crois que la désignation d'Enghien-les-Bains au sein des villes créatives de l'UNESCO, c'est vrai sur les arts numériques, mais c'est d'abord le développement durable. Mais c'est vrai qu'on peut discuter de tout, je ne reviendrai pas sur l'interview de tout à l'heure, mais c'est vrai aussi que sur l'aspect artistique, et le Centre des Arts de la ville d'Enghien contribue énormément à son rayonnement et à faire connaître tout simplement la ville d'Enghien, au-delà de ce que je disais tout à l'heure avec son lac, son casino et son hippodrome. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus connu, et dans le monde artistique, le Centre des Arts et son programme d'animation. C'est-à-dire que oui, nous avons un engagement artistique fort. C'est vrai que le développement durable, l'engagement d'Enghien-les-Bains en tant que ville créative est aujourd'hui référencé par l'UNESCO, puisque c'est l'UNESCO qui a désigné la ville, sur des engagements de développement durable. Alors quand on parle de développement durable, on ne parle pas que d'environnement. On parle d'inclusion sociale, c'est-à-dire quelle est la coparticipation des habitants dans les pratiques culturelles, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, c'est les objectifs 4, objectif 5, c'est l'égalité des sexes, c'est en même temps, évidemment, le développement à travers la culture et à travers la créativité, un développement, je dirais, économique aussi. C'est-à-dire qu'une ville qui ne sait pas régénérer ses actions, c'est-à-dire une ville qui est culturelle est une ville aussi qui est attractive pour les commerces. Moi, j'étais récemment, je dis parce que le contexte aujourd'hui m'y oblige, j'étais récemment invité à la ville d'Angoulême, puisque Enghien, aujourd'hui, les Bains, préside le comité français des villes créatives. Donc, il y a évidemment Angoulême, Lyon, Metz, et j'étais au Festival de la bande dessinée. Il y a 2 millions à peu près si vous voulez, de visiteurs hein, sur ce festival, mais il y a surtout sur ce festival tous les commerçants, si vous voulez, bénéficient des retombées de ce festival. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que l'offre culturelle sur un périmètre qui est un quartier, parce qu'Enghien-les-Bains, on pourrait à l'échelle de l'Île-de-France, c'est un quartier. Eh bien, quand vous parcourez à pied, vous trouvez entre l'offre du théâtre du Casino, qui est une offre qui est très complémentaire finalement. Vous avez du théâtre, vous avez ce qui a été évoqué à l'instant, du théâtre, vous avez aussi des spectacles comiques, des dramaturgies. Il est multiple en fait, moi je vois le programme, il y a des one-man shows. Exactement, donc il y a une offre qui est diversifiée. Alors on parle de diversité culturelle. Alors ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, par exemple, le Centre des Arts vient d'être évidemment labellisé, désigné, soutenu financièrement par l'Institut français, donc le ministère des Affaires étrangères, pour Africa 2020. Donc nous sommes maintenant, quand on parle de diversité culturelle, eh bien c'est la diversité, c'est faire se représenter toutes les cultures du monde aussi. Et d'ailleurs ce soir, mais c'est trop tard, je dis pour nos auditeurs, nous avons un spectacle de flamenco, mais qui est déjà complet. Voilà. Mais sur les autres événements, nous avons Music Corner, qui est un format qui est maintenant à sa 9e édition, que nous avons mis en place, qui est un accès dans le Centre des Arts, mais côté lunch, côté bar, côté convivial, ce qui se fait par ailleurs d'ailleurs avec le groupe Barrière, avec les afterwork. C'est-à-dire qu'on a une offre à Enghien qui est assez exceptionnelle, je veux dire qui est surabondante, avec la semaine prochaine, c'est Ricky Hollywood. Donc on est toujours dans une formule de pop jazz, on est pour nos auditeurs invités le jeudi 5 mars à partir de 19h, avec cette formation sur le Music Corner, qui est en entrée gratuite, je le précise, et avec évidemment en prenant un verre, et surtout c'est un moment où nous pouvons venir, quel que soit l'âge d'ailleurs, en famille. Et c'est aussi, après, nous avons un autre spectacle qui est Sylvain Daniel. Alors attendez, juste une chose, Dominique, juste pour rappeler, donc c'est jeudi prochain. C'est jeudi, exactement, 5 mars. 5 mars, à partir de quelle heure? On peut arriver à partir de 18h30. Et ça peut se poursuivre un peu tard dans la nuit?
ça peut se poursuivre un peu, pas trop tard, parce que je dis généralement, pour tous ceux qui travaillent, ceux qui nous écoutent, on imagine que bon, le spectacle va pas, Oui. c'est un début de soirée, si vous voulez, c'est 20h, c'est 21h15, et après on est dans une ambiance musicale et conviviale, c'est plutôt, déjà très bien. plutôt ça. Et puis, vous vouliez aussi nous parler de Sylvain Daniel. On vient de faire passer un extrait. Vous pouvez nous le présenter, nous dire un petit peu qui il est, ce qu'il fait, parce que je crois qu'il est, il est de la région. Il est d'ici, enfin il est si vous voulez, dans ce périmètre d'Enghien-les-Bains, ici, à côté, et voilà, quelqu'un qui venait, avec beaucoup de modestie, qui venait en tant que spectateur au Centre des Arts, et il s'était jamais ni présenté sa carte de visite, ni présenté directement, et on le redécouvre par notre biais en écoutant ce qu'il fait. C'est un compositeur, c'est un bassiste, c'est un excellent compositeur. D'ailleurs, il prépare chez nous en résidence un spectacle qui va composition sur Victor Hugo. Demain des lobes. Et donc il y a très très beau travail. Voilà, je veux dire qu'il y a en France des véritables talents, au même titre d'ailleurs que ce que nous venons de faire avec le Paris Image Digital Summit, Oui. avec les effets spéciaux, où nous récompensons les meilleurs talents à l'échelle internationale. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un petit peu sur différentes gammes. La musique a une place très importante, la danse aussi. Ce soir, c'est un petit peu les deux. Et puis moi, je vais simplement rappeler pour nos auditeurs, ceux qui sont intéressés gratuitement pour une formation en ligne sur art et création numérique. Nous avons réalisé un MOOC qui aujourd'hui, je veux simplement le rappeler, et aujourd'hui, c'est 5517 inscrits aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a un engouement. Alors on a, puisque c'est une initiative de la Fondation Orange qui nous a, à l'issue d'un appel à projet, retenu, eh bien c'est un travail qui a été mené pour à peu près 1 an, à travers des artistes, expliquer un petit peu en quoi consiste la création numérique aujourd'hui, c'est quoi. Et on est parti effectivement je dirais, du pigment, c'est-à-dire de l'histoire de la peinture jusqu'au pixel. C'est-à-dire montrer qu'il n'y a pas finalement tellement, il y a des changements techniques et technologiques, mais finalement les fondamentaux, la composition, comment réaliser sur son ordinateur avec une colorimétrie, avec de la couleur, des choses, on peut être créatif. Je crois que c'est important dans la transformation de notre société aujourd'hui de s'emparer des outils qui appartiennent au XXIe siècle. C'est comme l'intelligence artificielle, les artistes travaillent avec. Nous travaillons avec des laboratoires de recherche. Alors, je voudrais revenir sur le MOOC. On va déjà dire ce qu'est un MOOC. En fait, c'est le Massive Online Open Courses. Voilà, c'est une formation en ligne. Formation en ligne, en fait, tout le monde peut se connecter. Il faut juste avoir les coordonnées et puis les horaires. Oui, alors si on va, pour nos éditeurs sur MOOC, alors on va sur Art et Création Numérique, Fondation Orange. Vous avez accès, vous allez sur YouTube, vous allez avoir des démonstrations qui vont montrer évidemment des artistes qui interviennent sur différents sujets, sur les arts visuels, sur les arts sonores, sur tout ce qui est autour de la réalité virtuelle. On a, si vous voulez, toute cette palette qui permet aussi d'avoir accès aujourd'hui à ces techniques et aussi à cet art finalement. D'accord, merci Dominique. Alors si je vous pose une dernière question, ce n'était pas prévu, hein, vous répondez si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Vous pouvez nous parler de ce qui est un petit peu dans les tuyaux en termes de programmation? En termes de programmation à venir. À venir, oui, nous avons alors nous sommes déjà sur la programmation de rentrée. Alors oui, parce que les choses avancent. Là, je vous donne quelques éléments sur la programmation en cours, mais la programmation de rentrée va être une programmation forte avec un retour de la musique cubaine, avec le groupe Acocan, qui est un groupe de 15 musiciens avec une couleur, je dirais, saxophone, cuivre très fort. Mais vous aviez déjà vous avez déjà eu des invités de musique cubaine, semble-t-il? Oui, depuis maintenant presque 18 ans. Ouais. Ici. Nous avons régulièrement des invités, aussi un artiste en résidence qui va être Harold Bonnet, qui est un artiste de la musique électronique. Alors ça, à Cuba, c'est plutôt nouveau parce qu'on est plutôt vintage, dans le bon sens du terme. Et puis, nous avons également de très beaux spectacles en danse. C'est-à-dire que nous avons actuellement Vincent Dupont en résidence pour la danse, pour 3 années avec le ministère de la Culture, parce qu'il faut rappeler que l'accession maintenant à un label d'intérêt national, de rayonnement national, c'est aussi permettre
d'avoir plus de subventions et de soutien de l'État pour un établissement qui est au cœur d'Enghien. Bien, écoutez, merci beaucoup Dominique pour tous ces renseignements. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Je pense que ça a intéressé tous nos auditeurs. Et puis, on va essayer d'aller au spectacle. Merci. Et si nous faisions une pause musicale, écoutez, on va la faire. Oui. J'en mets pas un deuxième. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Hein. Je suis perdu. Bon, donc on passera pas l'interview, donc ça veut dire qu'on va conclure ensemble. On va démarrer, je pense, dans 2 minutes, on va jusqu'à 25. Tiens, merci. Bah oui, il faut. Sinon, on se la avaler. On peut tout dire, mais bon. Oui, il faut pas dire non plus. Ouais, c'est ça. Il est sûr que ça Il faut fonder ces arguments. On peut lire, mais c'est la méthode. Et je pense que c'est ça qui est bien en démocratie, c'est fonder ses arguments. Bon. Je m'échappais, mais ça m'intéresse. Bah, je sais pas quelle heure il est, 10 heures, je sais qu'il m'attend dans... Oui, oui, bien sûr. Je vous écoute, on entend à côté, là, ce qui se passe là. Non, non, c'est enregistré en live. Mais je parle à côté, Tu peux y aller. pour les écouter. Ah oui, 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 ça va. Je vous ai pas trop embêté. C'est trop long. Très bien. Ça donne un petit peu de vie. Ouais, ça va un peu plus. Florence, ça va écouter, ça c'est comment? Ah bah ça c'est sûr ça. Pardon. Bernard passera, Monsieur. laisse-le là. On va l'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour envoyer les gens Oui, c'est ça. C'est mon adresse internet N'importe quoi. Bon, Flora, qui fait le Ah, d'accord. arrobase orange. Je vous prends un... C'est fou, hein. C'est... À ce niveau-là. Et pourtant, j'ai été bienveillant, hein. Oui, oui, je sais, mais c'est normal. Oui, ça c'est La normal. bonne posture. Concrètement, vous faites quoi? C'est ça. Mais c'est ça. Oui, il y a tout le pied. Vous écoutez, vous retenez ça. Merci de votre accueil. À bientôt. À bientôt, peut-être. Au revoir, merci. Vous êtes tous les deux maintenant? Bah, rapprochez-vous. Fini sur les routes. Bien en face. Bon, je suis en forme hein, pour la fin. Hein. Bon, c'est bien. Vous êtes chaud. Chaud bouillant. Essayez de l'être. Non, vous inquiétez pas. Mais on voit qu'ils ont l'habitude de communiquer. Bah, lui, oui. Oui, La dame aussi. la dame. Oui, mais c'est trop. Oui, c'est bon, ça fait trop. À un moment donné, il faut dire plus maintenant. Une fois, deux fois, il y a pas. On va y retourner. Ok. Eh bien, nous voilà de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Mallet et Olivier Erard, qui sont candidats aux élections municipales d'Enghien-les-Bains. Nous accueillons Dominique Roland, qui est le directeur général adjoint pour le Centre des Arts, et également David Cavana et Stéphane Fabre, cofondateurs de la société Connect. Alors, David Cavana et Stéphane Fabre, c'est à votre tour. Nous en arrivons à votre start-up, Connect, une toute jeune start-up qui propose, je vous cite,
de faire communiquer et rendre intelligents des objets inertes pour faciliter le quotidien de nos clients. Alors, pour ne perdre personne, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de Kionect et nous poursuivrons après un peu plus sur votre parcours, sur ce qui vous a amené à construire cette start-up, en fait votre histoire, quoi. Alors, faire communiquer et rendre intelligents des objets inertes pour faciliter le quotidien de nos clients, c'est ce que vous mettez en avant sur votre site internet. Expliquez-nous ce que ça veut dire. David Cavana, peut-être? Oui, on va commencer comme ça. Alors, on va essayer de vous faire comprendre le plus facilement possible notre activité. Donc, en fait, la société Kionect en fait, propose des services qui sont basés sur la vente et de l'installation d'un écosystème, donc d'une solution complète qui va permettre donc de rendre intelligent et de faire communiquer des objets inertes qu'on a tous dans notre quotidien. Donc pour cela, on va installer en fait des capteurs. Par exemple, on va installer un capteur environnemental à l'intérieur de ce studio de radio. On va pouvoir installer des capteurs dans un bâtiment, sur un compteur électrique, un compteur d'eau, sur une porte, sur un frigo, sur tout ce qu'on pourrait avoir dans notre quotidien. Grâce à ces capteurs, en fait, on va collecter et on va remonter de l'information. Ces données elles vont être transmises via le cloud sur nos serveurs. Elle va être traitée et elle va permettre de générer en fait un tableau de bord. Nous, on parle de plateforme web ou on parle d'interface web. On va pouvoir ensuite donner accès à cette plateforme à nos clients. Donc l'intérêt, c'est, alors dans le mot Kionect, on a le I, le O et le T. Si les gens vont sur notre site, ils pourront voir le graphisme. IoT, parce qu'en fait, on fait ressortir 3 lettres qui correspondent à Internet of Things. Donc en fait, nos capteurs ont l'avantage d'être entièrement autonomes en énergie et en réseau. Donc ils vont être pour la plupart sur batterie et fonctionner sur un réseau dédié à l'Internet des objets. Pour ça, donc, on n'aura ni besoin de se raccorder sur le réseau électrique du client et encore moins sur son réseau informatique. Alors on va regarder après, je vous poserai des questions sur concrètement comment on fait le client. Je vous ai peut-être interrompu, vous vouliez terminer? Oui, bah c'est juste terminer sur le fait que ce sont des objets qui sont, comme je disais, complètement autonomes. Et donc il y a plusieurs bénéfices, c'est qu'on va faciliter les installations, on n'a pas de modification de l'installation existante. Et donc on va minimiser en fait les interfaces avec les services techniques et peut les solliciter, on va être complètement, nous aussi, autonomes. Ce qui paraît intelligent déjà. Voilà. Hein. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, il y a 3 sujets qui vous concernent, que vous souhaiteriez que nous évoquions. Le premier, enfin je vais citer les 3, puis on va rentrer dans le détail avec chacun d'entre eux. Le premier, c'est la qualité de l'air. Le deuxième, c'est l'énergétique. Oui. Et le troisième, c'est Smart City. Exactement. Alors, on va commencer par le plus simple déjà, parce qu'on comprend très bien, c'est la qualité de l'air. Qu'est-ce que vous faites sur la qualité de l'air? Alors, nous, après plusieurs études, en fait, on s'est aperçu d'une chose. Les études ont démontré que la qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail ou même les établissements scolaires sont 7 à 8 fois plus pollués que l'air extérieur. Donc nous, on s'est intéressé à ce phénomène. Donc on a par secteur d'activité, donc les écoles, le milieu du tertiaire, la coiffure précisément. Et donc on veut apporter une solution pour améliorer cette qualité d'air. Donc nous, on propose en fait par le biais de nos sondes complètement autonomes qui sont connectées à un réseau, on propose en fait déjà une surveillance de notre environnement de travail, une surveillance de notre environnement de travail pour pouvoir apporter des solutions après pour l'amélioration de cette qualité d'air. Donc par le biais de notre plateforme qui en fait a une intelligence artificielle, on va contrôler sur une semaine, sur 10 jours, sur 15 jours, sur une durée en fait, la qualité d'air, l'évolution de la qualité d'air, de la température en fait partie bien sûr, l'hygrométrie, le CO2, le COV. On va contrôler cette qualité d'air pour pouvoir apporter après les meilleures solutions. Alors, ou une solution technique par le biais de mise en place de purificateurs par exemple, ou une solution toute bête, changer les habitudes de vie avec une aération régulière 3-4 fois par jour, pour faire baisser la qualité d'air. Donc ce que vous dites, en fait, si j'entends bien, vous avez plusieurs actions. La première, c'est que vous permettez de faire un constat oui, factuel et chiffré. Voilà. Et le deuxième point, c'est que vous vous positionnez en tant que conseil pour le client. Conseil et même installateur oui. Aussi, on propose des solutions pour améliorer. Alors, si le bâtiment n'est pas équipé ou les locaux ne sont pas équipés de ventilation déjà existante, nous on apporte une solution par le biais de purificateurs qu'on a sélectionné, on n'est pas fabricant. On a sélectionné des purificateurs. Si le bâtiment est équipé déjà d'une ventilation, nous, on va pouvoir agir sur cette ventilation pour... en fait, c'est un système de variation. Hein. On va souffler plus fort si la qualité, si le taux de pollution augmente.
et on va réduire le débit si jamais le taux baisse. Alors si je prends un exemple, ça ce serait par exemple très bien pour les crèches pour enfants. Eh oui, tout ce qui est petite enfance. Ouais. Tout ce qui est petite enfance. Parce que dans les conseils que vous donnez, je répète ce que vous avez dit, c'est qu'il y a d'abord des conseils sur les habitudes des personnes, et ça, c'est pas forcément, ça coûte pas d'argent, voilà. C'est une question de modifier ses habitudes. Et puis après, on peut passer à l'étape ultérieure, qui est là d'investir et d'installer du matériel. Exactement. Alors oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a les habitudes, mais il y a aussi une prise de conscience à avoir sur la partie qualité d'air. Juste pour donner quelques chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui on passe plus de 80% de notre temps dans des lieux clos. Donc pour vous et pour moi, c'est au bureau ou dans les transports. Pour les enfants, c'est dans les écoles et à la maison. Donc comme le disait Stéphane, on a des airs qui sont jusqu'à 9 fois plus pollués, qui peuvent être jusqu'à 9 fois plus pollués que l'air extérieur. C'est colossal. C'est colossal. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir. Alors cette pollution, elle est due à plusieurs choses. Elle est due à la présence de personnes dans une pièce, parce qu'on va tous dégager du CO2. Mais il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, c'est le COV, donc c'est des composés volatiles, qui sont émis en fait en permanence par du mobilier, par des peintures, par des, des produits d'entretien, du chauffage, les bâtiments. Plein de choses. Par le bâtiment. Le bâtiment lui-même de quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des bâtiments qui sont étanches pour faire des économies d'énergie. Mais du coup, cette étanchéité, en fait, elle a aussi un impact sur la qualité de l'air intérieur. Oui, parce qu'il y a moins de circulation d'air. Exactement. Et donc, en plus, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible, c'est quelque chose de transparent, qui n'est pas visible à l'œil. Et on n'a pas forcément tendance à savoir que ça a un réel impact sur la santé. Parce que ça a un impact aussi bien pour les enfants sur la concentration, l'apprentissage. Pour nous, ça va être des maux de tête. Et ça a des impacts sur la productivité. Alors, on a des chiffres assez éloquents sur le monde du travail, des entreprises. Alors, selon Malakoff-Médéric, en fait, on a un employé coûte par an et par entreprise. Malakoff-Médéric, il faut dire juste ce que c'est une compagnie en fait, d'assurance. D'assurance et de mutuelle. Et de mutuelle, voilà. Donc, en fait, selon eux, un employé coûte 440 € par an à son entreprise, uniquement dû à la qualité de l'air intérieur. Donc c'est de l'absentéisme, ça va être de la productivité, des choses de ce type-là. Donc voilà. Et d'autres chiffres montrent qu'on a 68% des salariés qui estiment que la pollution de l'air intérieur a un impact en fait sur leur santé. Alors, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on parle en fait avec les personnes, les citoyens, ils ont bien conscience, ils le citent, que la qualité de l'air est en train de se dégrader et qu'elle n'est pas satisfaisante. Donc je pense que c'est important et c'est là-dessus que vous vous êtes positionné, c'est quels outils on peut apporter pour améliorer cette qualité et améliorer leur vie, parce que derrière, comme vous l'avez évoqué sur un exemple, ça a des impacts forts sur la santé des personnes. Bien sûr, sur la santé. Alors il y a eu une prise de conscience, hein, c'est vrai, alors de la part de certains professionnels, mais surtout de la part du gouvernement. Et c'est aussi sur ces choses-là qu'on a voulu se positionner. C'est qu'en fait, en 2015, en fait, il y a un décret qui est passé qui oblige en fait à suivre la qualité de l'air. Alors selon plusieurs échéances. Donc depuis le 1er janvier 2018, c'est pour toutes les écoles maternelles, élémentaires et de crèches. Donc les municipalités doivent se munir d'outils qui va leur permettre de surveiller la qualité de l'air. Pour effectuer un autocontrôle. Voilà. Sinon, ils peuvent faire appel à un organisme accrédité, faire un prélèvement à un instant T en fait, de la qualité d'air, analysé en laboratoire. Ce qui veut dire qu'ils ont des obligations légales déjà. Ils doivent répondre à des obligations légales. Pour la petite enfance, c'est depuis 2018, janvier 2018. Là, depuis janvier 2020, ça va être tous les établissements scolaires du secondaire. Et en 2023, ça va être tous les ERP, les établissements recevant du public. Donc ça veut dire quand même que le gouvernement s'intéresse à ce sujet et concrètement va proposer le décret date de 2015, mais il y a déjà des textes qui n'étaient pas aboutis en fait, qui dataient de 2012. Donc c'est à un moment qu'il y a une prise de conscience. Là aujourd'hui, voilà, là maintenant il y a des décrets, donc ça, je pense que dans les écoles ça va bouger. Alors, ce que je vous propose de faire, on va revenir sur l'ensemble des sujets parce qu'on va bien voir tout à l'heure que votre force, c'est que vous reliez en fait les trois sujets que vous traitez. Donc, sur la qualité de l'air, c'est clair. Le deuxième sujet, c'est l'énergétique. Alors là, déjà, première question, est-ce que vous pouvez définir? C'est un nom de produit qu'on a donné, énergétique, pour rappeler les énergies en fait.
Très bien. Donc en fait, on va proposer des solutions de suivi de consommation, donc des différents fluides, d'eau, d'électricité et de gaz. Alors c'est pareil au niveau des chiffres, le fait de suivre ces énergies, ça permet de réaliser jusqu'à 5 à 10% d'économie. Donc là, on va s'adresser à des personnes, à des commerces, à des villes qui vont avoir plusieurs bâtiments dans leur commune et qui sont parfois des bâtiments isolés et sur lesquels ils ont besoin d'avoir un suivi réel sur la partie énergétique. Donc nous, tout ça, en fait, on va pouvoir, grâce toujours à notre plateforme web, parce que c'est l'outil en fait qu'on donne à nos clients, on va pouvoir leur indiquer, les alerter en cas de dérive, en cas de fuite, pour éviter de perdre tout cet argent. Et alors, en fait, concrètement, pour le commerçant par exemple, hein, si on prend un commerçant qui veut travailler sur ce sujet énergétique, c'est quoi? C'est un appareil qu'il doit installer chez lui? Comment ça se passe? C'est nous qui allons lui installer la solution, on va venir lui installer, s'il veut suivre par exemple uniquement la partie électricité, Oui. on va venir lui installer un objet connecté qui va rendre son compteur électrique Linky ou tout type de compteurs qui peuvent exister. Que vous branchez ou alors que vous branchez sur le On vient de brancher sur le compteur. Sur le compteur. Exactement. Et cet objet-là va nous donc remonter des informations sur notre plateforme qui vont être traitées et qui vont permettre aux clients de suivre de manière très fine ces consommations pour essayer de les comprendre et de voir où est-ce qu'ils pourraient éventuellement avoir alors, des dérives. c'est un Linky plus développé, plus performant? Alors, le Linky est déjà connecté en fait. Oui, Le c'est ça. Linky est déjà connecté. Nous, les solutions là qu'on propose, c'est dédié aux professionnels. En fait, il faut savoir que les particuliers, aujourd'hui, tout ce qui est construit dans le neuf, ont déjà des compteurs. C'est une obligation. Voilà, dans les normes, on doit avoir des compteurs justement pour avoir un suivi de nos consommations. Chez les professionnels, il n'y a aucune obligation. C'est un petit peu aberrant parce que ce qui est plus énergivore, c'est quand même chez les professionnels. Vous prenez le milieu de la restauration professionnelle, c'est bien sûr. Voilà, en consommation, c'est énorme. Bien sûr. Donc nous, on propose cette solution-là. Et voilà, après, en fait, surtout le gros travail de Kionect, récupérer des données, c'est pas très compliqué. En fait, ce qui est compliqué derrière, c'est analyser ces données, donc que ce soit sur la qualité d'air, comme on parlait tout à l'heure, pour trouver des solutions à nos clients. Sur la partie énergétique, on va faire du relevé d'intensité, enfin de puissance, et donc électrique, gaz, eau, n'importe quel type de relevé. On n'est pas les premiers à le faire, il y en a plein qui le font. Nous, ce qu'on veut, c'est traiter cette donnée et pour lui apporter une valeur ajoutée. Le client, typiquement des consommations électriques, par exemple, si on a affaire à un gestionnaire financier, on ne va pas lui transmettre de la même manière que si c'est un gestionnaire technique. Le technique, lui, va vouloir comprendre son installation techniquement pour anticiper les pannes. Le gestionnaire financier, ça, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir des comparatifs par rapport aux années précédentes et savoir où il en est par rapport à son budget. Donc nous, le gros travail de Kionect, c'est ça, c'est la plateforme, l'intelligence artificielle que l'on crée dans la plateforme. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, c'est pour ça, solution connectée sur mesure, parce qu'on veut vraiment apporter un rapport à chacun de nos clients qui soit différent. D'accord. Voilà, suivant leur attente. Bah, écoutez, merci Stéphane Favre, c'est très clair. Et le troisième point, Smart City. Alors Smart City, ça va regrouper un peu ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que en fait, Smart City, c'est rendre la ville intelligente. Donc ça va concerner les énergies, ça va aussi concerner la qualité d'air intérieur pour tous les établissements scolaires qui sont gérés par la ville, mais aussi la qualité d'air extérieur, l'éclairage public, qui est un très très gros poste économique pour les villes. La qualité de l'air extérieur peut faire partie de ce genre de choses. On a des solutions pour à peu près tout. Alors là, vos clients potentiels, en fait, ce sont plutôt les villes, les communes. Exactement. Et si je reprends un terme, de ce que je comprends, Smart City, je vais prendre un terme, c'est un intégrateur, c'est-à-dire qu'il intègre plusieurs outils. C'est un peu notre travail, c'est ça. C'est une offre un peu plus complète sur laquelle on peut venir positionner différents produits. En fait, le Smart City, ça va être avoir une supervision globale de la commune sur un seul écran. Et vous aurez la gestion possible de vos éclairages publics, la gestion, parce que tout à l'heure, Madame Mallet... Mais ça n'existe pas, là, je pense. Si, ça, le Smart City, en fait, notre concurrence, on a des concurrents, bien évidemment, mais qui vont être dédiés plus au Smart City. Après, il va y avoir de la concurrence qui va suivre, par exemple, la chaîne du froid dans les restaurants, sur les frigos, sur les transports frigorifiques. Vous allez avoir de la concurrence sur la qualité d'air. Par contre, intégrer tous ces domaines d'activité sur la même plateforme
pour pouvoir tout gérer et avoir Un seul outil. un seul outil pour tout superviser. C'est là notre force. Donc c'est ça votre valeur ajoutée C'est vis-à-vis de la exactement. concurrence, Voilà. c'est qu'en fait vous êtes C'est- cet intégrateur avec un outil, vous facilitez en fait l'utilisation, enfin, le suivi et la gestion de toutes ces On énergies. facilite. Ce qu'on veut aussi, alors ça ce sera à terme parce que c'est quand même un gros travail technique en amont, c'est être multi-protocole, ça c'est technique, c'est-à-dire pouvoir discuter avec n'importe quel type d'objet. Parce que là, les plateformes qui existent aujourd'hui, vous achetez une marque, vous allez pouvoir récupérer les informations, mais il y a différents, vous avez des systèmes de communication en 4G, enfin... La c'est des 5G qui systèmes, arrive, ouais, du la 5G qui Bluetooth, arrive. un peu tout. Nous, on veut intégrer vraiment tous les objets du marché sur notre plateforme pour ne pas être limité en fait dans l'offre qu'on va apporter à nos clients. D'accord. Et votre offre, on voit que c'est une intégration sur la gestion des énergies et vos clients sont plutôt en fait, je dirais des professionnels, que ce Ouais. soit des villes, des communes, des commerces, Oui. des cantines, je pense commerces. aussi. De la restauration. la Des restauration restaurations, collective, la restauration. commerciale, Les restaurant salons. d'entreprise. Salon de coiffure pour la qualité d'air. Alors, je vais on va faire un petit exercice. En fait, j'ai un restaurant, je vous écoute aujourd'hui et puis je me dis, bah tiens, c'est intéressant ce que j'entends. Comment on fait pour vous contacter et comment on fait pour que vous veniez me voir? On a un téléphone. Oui, vous bah, le on, donner. on va le donner. On a un téléphone, on a un site internet, on a des contacts par mail. Alors, on peut les donner tout de suite. On a le site internet qui est kionect.com, KIONECT.com. Et vous pouvez nous contacter sur notre adresse, sur une adresse contact@kionect.com. Donc ça, c'est la façon de nous contacter. Après, pour un restaurateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter comme solution? S'il a besoin de suivre ses énergies, donc eau, électricité, gaz, il va pouvoir faire appel à nous. On va venir faire un diagnostic chez lui. On va regarder ce qu'il faut qu'on mette en place. On va venir installer les capteurs. Et ensuite, on va lui fournir un accès sur la plateforme sur lequel il aura accès donc sur un smartphone, tablette, PC ou Mac pour pouvoir gérer, suivre ses énergies. On va lui envoyer des alertes quand il y aura des dérives sur des objectifs qu'on aura fixés avec lui. Puis après, on pourra lui apporter plein d'autres services sur le suivi de la chaîne du froid. Donc pour la restauration, c'est quelque chose d'assez important. Donc il va pouvoir suivre à distance, c'est-à-dire que même la nuit, il va pouvoir savoir si ses frigos sont à température, savoir s'il a pas eu de dérive au niveau des températures, avec des seuils qui seront aussi définis en fonction des frigos ou des chambres froides. Et puis d'autres services toujours sur les énergies, avec du suivi de coupure de réseau électrique. Donc on va pouvoir lui dire s'il a une coupure électrique sur un frigo et du coup il a un risque de perte de denrées qui sont stockées dans ces frigos, pour que lui puisse intervenir au plus vite et du coup pas avoir une perte de ce qu'il a stocké dans ses frigos ou ses chambres froides. Très bien. Alors dites-moi, tout à l'heure je l'ai dit en introduction, vous êtes une jeune start-up, vous avez moins de 6 mois je crois C'est ça. Octobre 2019. d'existence. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours, des prospects, des contacts que vous avez eus? Comment est perçue en fait votre proposition? Très bien. Alors, en fait, oui, les retours qu'on a eus, donc on a déjà proposé des offres chiffrées à des clients sur la qualité d'air. Ça, c'est un domaine, je pense, qui est très porteur, la qualité d'air. Donc, on a déjà fait des offres chiffrées. Après, on a des sites pilotes où là aussi, c'est basé sur la qualité d'air, où on a installé des sons. Donc, il y a une petite galerie d'art, par exemple, un atelier d'art plutôt, où on a installé pour que nous, on puisse acquérir de la donnée pour la comprendre, pour comprendre les données. Et après, en termes de restauration collective, là, on a été approché par des sociétés, alors une grosse société de maintenance qui gère pas mal de sites en France. D'accord. Alors il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué, et je pense quand même que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Pour le client intéressé, combien ça coûte? Ah, ça c'est la bonne question. C'est très compliqué de vous donner un prix comme ça parce que des installations, vu que c'est sur mesure, c'est compliqué. On va quand même vous donner quelques chiffres. Oui, donnez-nous un ou deux exemples. Par exemple, pour le petit atelier d'art qu'on a traité, il y a une sonde de température avec l'accès à la plateforme et la mise en place d'un purificateur. C'est aux alentours des 1500-2000 € pour l'installation du purificateur et de la sonde. Donc ça, c'est l'installation du matériel. L'installation du matériel et l'accès à la plateforme pour 1 an. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, ça. Avec les analyses et les rapports qu'on Et le rapport transmet tous les automatisé. mois.
Et après, il y a quoi? Il y a un abonnement annuel? Il y a un abonnement, alors la première année c'est compris, mais après vous avez un abonnement annuel, vu que ce sont des objets connectés, on a forcément un forfait. Qui fonctionne avec des abonnements. Et donc voilà, il y a un abonnement annuel pour le forfait et la maintenance, parce que ce sont des sondes, donc forcément il y a des dérives sur la température, sur les valeurs, on est obligé de les réétalonner. Nous on le fait tous les ans, donc il y a une partie maintenance annuelle. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ces renseignements. Je pense que, enfin moi j'ai trouvé que c'était très clair, j'espère que pour nos auditeurs aussi. On espère. Hein. On va aborder un autre sujet, en fait c'est de comprendre en fait votre histoire et comment vous en êtes arrivé en fait à créer cette société, comment votre parcours a fait que vous vous soyez rejoint et puis que vous ayez créé cette société. Alors je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Le plus jeune. Le jeune. Allez, c'est parti. Alors, en fait, QNect, comme on l'a dit, c'est officiellement ouvert depuis octobre 2019. Donc, on est né il y a un peu plus de 4 mois. On est basé à Cergy, donc dans la zone d'activité de Francis Combes. C'est un projet qui a mûri depuis maintenant quelques années et puis qui a été accéléré par la croissance des objets connectés. Alors, dans les domaines qu'on connaît, le domestique, mais aussi beaucoup dans les domaines de l'industrie et du tertiaire. Donc, avec Stéphane, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. Alors, moi, j'étais chef de produit, donc ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique industrielle. Donc j'ai pu appliquer ce métier en fait dans de nombreux domaines et secteurs, donc la sécurité bancaire, j'ai travaillé sur des sites sensibles comme des aéroports, des établissements pénitentiaires, des data centers, donc des centres de données gérés par des opérateurs qu'on connaît tous, notamment Orange. Donc voilà, moi c'est des choses que je connais, que je pratique depuis pas mal d'années. Alors, si je peux résumer, vous êtes plutôt le technicien de l'affaire? Je pense qu'on a tous les deux un profil technique. D'accord. Je pense que ça s'entend peut-être à la radio. Non, mais ça va, je trouve que vous avez fait des efforts, c'est clair ce que vous dites. Hein. On essaie. Donc voilà. Après Stéphane, je vais le laisser se présenter. Donc moi j'ai travaillé une douzaine d'années dans une société de maintenance multitechnique, donc électricité, plomberie, clim, ventilation. Donc je suis plus électricien à la base, mais on a été amené à voir un peu tous les systèmes. En 2006, j'ai créé une société d'installation électrique, voilà, pour l'aventure. Et en 2009, je me suis spécialisé dans la partie domotique, pour voilà, se démarquer un peu de la concurrence. Et c'est grâce à cette société que j'ai travaillé en sous-traitance dans la société où travaillait David, et où on s'est rencontrés. C'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés en fait. Voilà, j'étais en sous-traitance pour sa société, on s'est rencontrés, j'ai tout de suite vu qu'il avait des étoiles dans les yeux en me voyant. Et le couple s'est formé. Ça s'est formé comme ça, voilà. C'est ça. Et après, en fait, pourquoi on a créé cette société aussi? Moi, ma société d'électricité est plus basée en fait sur la domaine. 24 secondes. On dit au revoir. C'est moi qui vais conclure, allez-y. Donc on s'est rencontrés comme ça et on s'est aperçu qu'il manquait en fait des solutions dans le milieu professionnel. Et qu'on pouvait apporter des solutions. Écoutez, merci beaucoup, c'est moi qui vais conclure. On n'a pas eu l'interview d'Iris parce que j'ai souhaité que nous terminions avec vous. Donc merci beaucoup. Bonne journée à tous nos auditeurs et puis à lundi. Merci à tous. Merci. J'ai pas vu les dernières minutes. Bah oui, j'ai vu ça. Heureusement Nous que t'es là. non plus, finalement. Hein? Ça va. Il m'a pas mis l'antenne, il m'a mis le tunnel.